Une femme oblige sa belle-mère à aller chercher de l'eau au puits tous les jours en échange de nourriture. Ce qu'elle ignore, c'est que la vieille dame détient un document qui va bouleverser sa vie. Madame Colette avait 72 ans, un cœur malade et un secret qu'elle gardait depuis 4 décennies. Elle est arrivée à la ferme de son fils, Antoine, avec une vieille valise et l'espoir que les dernières années de sa vie seraient tranquilles. Elle se trompait. La camionnette qu'il avait ramenée du village souleva un nuage de poussière en s'arrêtant devant la maison. Antoine courut pour l'accueillir les bras ouverts. Il la serra fort, comme lorsqu'il était enfant. « Maman, te voilà enfin. C'est ta maison maintenant. » Madame Colette sourit, mais son sourire se figea lorsqu'elle vit la femme debout sur le seuil de la porte. Sylvie, sa belle-fille, la regardait avec des yeux qui n'avaient rien d'accueillant. Il y avait autre chose dans ce regard, quelque chose d'ancien, que Madame Colette reconnut immédiatement, sans rien dire. « Belle-mère !» dit Sylvie sans bouger de sa place. « C'est bien que vous soyez arrivée. » Les mots étaient corrects, mais le ton était glacial. Cette première nuit, pendant qu'Antoine et Sylvie dormaient, Madame Colette ferma la porte de sa chambre avec précaution, ouvrit sa valise et en sortit un paquet enveloppé dans un vieux chemisier. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis et soigneusement pliés. Elle les regarda longuement avant de les cacher sous le matelas. « Pas encore », murmura-t-elle pour elle-même. « Ce n'est pas encore le moment. » Ce que ces papiers contenaient pouvait tout changer. Cela pouvait détruire la vie que son fils croyait mener, ou le sauver de la femme qui dormait à ses côtés sans qu'il sache qui elle était vraiment. Madame Colette s'allongea sur le lit en fixant le plafond. Dehors, le vent agitait les arbres. Quelque part sur le domaine, un chien aboyait. Elle était venue là pour une raison que personne ne connaissait, pas même Antoine, surtout pas Antoine. Et Sylvie l'avait reconnue dès l'instant où elle était descendue de la camionnette. Madame Colette l'avait vue dans ses yeux. La haine qui s'y lisait n'était pas celle d'une belle-fille jalouse. C'était une haine plus ancienne, plus profonde, une haine qui venait de très loin. La question était, qui agirait le premier? Le premier jour commença tôt. Antoine se leva avant l'aube pour aller au champ. Il embrassa sa mère sur le front et lui dit de se reposer. « Sylvie prendra bien soin de toi, maman. Tout ce dont tu as besoin. Demande-le lui. » Madame Colette acquiesça sans rien dire. Elle regarda son fils s'éloigner sur le chemin de terre, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse derrière les arbres. Alors, elle entendit la voix derrière elle. « Venez avec moi, belle-mère. Nous devons parler. » Sylvie la conduisit jusqu'à l'arrière de la maison. Elle lui montra un puits visible au loin, à environ 300 mètres. « Voyez ce puits. C'est là que nous prenons l'eau. Antoine travaille comme un forçat toute la journée pour entretenir ce domaine, et je ne vais pas porter des seaux comme une domestique. » Madame Colette sentit son cœur faire un bond. « Mais mon cœur, le médecin a dit que je ne devais pas faire d'efforts. Nabi naumas, nabi beslikan, gram bisas, an morka. » Sylvie s'approcha si près que Madame Colette put sentir son parfum bon marché. « Écoutez, madame, ici, les choses fonctionnent d'une certaine manière. Si vous voulez manger, vous gagnez votre nourriture. 3 allers-retours au puits par jour. 1 le matin, 1 à midi, 1 le soir. Si vous ne le faites pas, il n'y aura ni déjeuner ni dîner pour vous. Antoine ne permettrait pas cela. » Sylvie sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Antoine croit ce que je lui dis, et je lui dis beaucoup de choses. Belle-mère, beaucoup de choses sur vous, sur le genre de femme que vous êtes, sur les mensonges que vous racontez, alors vous avez intérêt à me garder contente. Sommes-nous clairs ?» Madame Colette chercha dans les yeux de sa belle-fille un signe d'humanité. Elle n'en trouva aucun. « Pourquoi me haïssez-vous autant ?» demanda-t-elle. « Vous me connaissez à peine. » Quelque chose traversa le visage de Sylvie, quelque chose qui ressemblait à de la peur, mêlée à de la fureur, mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. « Je sais exactement qui vous êtes, vieille femme. Et vous savez qui je suis. Alors ne jouez pas l'innocente. Maintenant, allez chercher l'eau. Les seaux sont près de la porte. » Le premier seau pesait comme s'il était rempli de pierres. Madame Colette marchait lentement sur le chemin de terre menant au puits. Le soleil du matin chauffait déjà fort, et elle sentait chaque battement de son cœur comme un coup de tambour dans sa poitrine. À 100 mètres, elle dut s'arrêter. Elle s'appuya sur un poteau en bois et respira profondément plusieurs fois. Ses mains tremblaient. Ses genoux lui faisaient mal. « Tu peux le faire, Colette, » se dit-elle à elle-même. « Tu as supporté pire. » Elle reprit le chemin, passa devant la clôture qui séparait le domaine de son fils du terrain voisin. Et alors, elle sentit que quelqu'un l'observait. C'était un homme d'une 60aine d'années avec un chapeau de paille et une blouse. Il se tenait près de la clôture, la regardant fixement. « Bonjour », dit Madame Colette. L'homme ne répondit pas. Ses yeux allèrent d'elle au seau vide,
et des seaux à la maison, où Sylvie devait sûrement observer depuis une fenêtre. « Je suis François », dit finalement le voisin. « Madame Colette, je suis la mère d'Antoine. » François acquiesça lentement. Il semblait vouloir dire autre chose, mais quelque chose l'en empêcha. Il regarda une fois de plus vers la maison et Madame Colette vit son expression changer. C'était de la peur pure. « Faites attention, madame », murmura François. « Faites très attention. » Et sans rien dire de plus, il fit demi-tour et s'éloigna vers sa propriété. Madame Colette arriva au puits les jambes tremblantes. Elle remplit les seaux seulement à moitié car elle savait qu'elle ne pourrait pas les porter pleins. Le chemin du retour fut pire. Chaque pas était une bataille. Lorsqu'elle arriva à la maison, Sylvie l'attendait à la porte, les bras croisés. « Vous avez mis beaucoup de temps et les seaux sont à moitié. Demain, je les veux pleins, ou pas de petit déjeuner. » Madame Colette ne répondit pas. Elle entra dans sa chambre, s'assit sur le lit et regarda ses mains. Elles étaient rouges, des ampoules commençaient à se former sur ses paumes. Le voisin savait quelque chose, et il avait peur. Quel pouvoir Sylvie avait-elle sur lui? Avant de continuer notre histoire, j'aimerais adresser un salut très spécial à nos abonnés en France, en Belgique, au Canada, au Sénégal, en Suisse, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Haïti, au Vietnam, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Russie, au Brésil, en Grèce, au Luxembourg et en Tunisie. De quelle partie du monde nous écoutez-vous? Commentez pour que nous vous saluions. Bénédiction à tous. Suite de l'histoire. Antoine revint lorsque le soleil commençait à se coucher. Il entra dans la maison avec la fatigue peinte sur son visage, mais sourit en voyant sa mère assise dans le salon. « Comment s'est passée ta journée, maman? Tu t'es reposée ?» Avant que Madame Colette ne puisse répondre, Sylvie apparut de la cuisine. Elle s'approcha d'Antoine, l'embrassa sur la joue et posa une main sur sa poitrine avec un geste affectueux. « Ta mère s'est reposée tout l'après-midi, mon amour. Je lui ai préparé son plat préféré. Elle était très tranquille. » Madame Colette sentit que les mots se bloquaient dans sa gorge. Elle voulut dire la vérité. Elle voulut raconter à son fils l'histoire des seaux, des menaces, du puits. Mais lorsqu'elle ouvrit la bouche, elle vit les yeux de Sylvie. L'avertissement était clair. Un mot et tout serait pire. « Oui, mon fils, » dit Madame Colette. « Je me suis bien reposé. » Antoine s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Ça me fait plaisir, maman. Cet endroit va te faire du bien. Air pur, tranquillité. Tu verras que tu te sentiras bientôt mieux. » Madame Colette acquiesça tout en observant Sylvie se déplacer dans la maison comme si elle en était la seule propriétaire. Et d'une certaine manière, elle l'était. Elle contrôlait Antoine avec des caresses et des mots doux. Elle contrôlait l'information qu'il recevait. Elle contrôlait même l'eau que Madame Colette pouvait boire. Plus tard, pendant le dîner, Antoine parla des projets pour le domaine. Il voulait acheter plus de bétail, réparer le toit de l'étable, construire une pièce supplémentaire, pour quand ils auraient des enfants. Sylvie l'écoutait avec un sourire parfait. De temps en temps, elle regardait Madame Colette avec une lueur de triomphe dans les yeux. « Il ne te croira pas », disait ce regard. « Il me croit, moi. » Et Madame Colette savait que sa belle-fille avait raison. Après tant d'années séparée de son fils, elle n'avait pas la confiance nécessaire pour rivaliser avec une épouse. Chaque parole d'elle serait suspecte. Chaque plainte serait considérée comme de la manipulation. Elle était seule. 2 jours plus tard, Madame Colette comprit pourquoi François ne l'aidait pas. Ce fut par accident. Elle portait les seaux lorsqu'elle entendit des voix derrière l'étable. Elle s'approcha avec précaution et vit Sylvie parler avec le voisin. La conversation était tendue. « Je t'ai déjà dit de ne pas me mêler à ça », disait François. « Je n'ai rien vu. C'est comme ça que je t'aime, François. Que tu ne vois rien, que tu n'entendes rien, que tu ne dises rien. Jusqu'à quand vas-tu garder ces papiers ?» Sylvie laissa échapper un rire bref. « Jusqu'à ce que je le décide. Tu as falsifié les limites de ton terrain. Tu t'es approprié des hectares qui ne t'appartiennent pas. J'ai les documents originaux, ceux qui prouvent ce que tu as fait. Un seul mouvement de ma part et tu perds tout. Alors, tant que j'ai ces papiers, tu es muet et aveugle. C'est clair ?» François baissa la tête. Il semblait un homme vaincu. « Qu'est-ce que cette dame t'a fait pour que tu la traites comme ça? C'est une vieille femme malade. Ce ne sont pas tes affaires. Ce que cette vieille femme a fait s'est passé il y a longtemps. Mais je n'oublie pas, et je n'oublierai pas. » Madame Colette recula en silence. Son cœur battait fort. Maintenant, elle comprenait. Sylvie tenait François piégé avec un secret, et c'est pourquoi il ne pouvait pas l'aider. Mais il y avait quelque chose de plus important dans cette conversation. Sylvie avait dit « Ce que cette vieille femme a fait,
Qu'est-ce que Sylvie croyait qu'elle avait fait? Quelle histoire lui avait-on racontée? La vérité était beaucoup plus compliquée que Sylvie ne l'imaginait. Et les documents sous le matelas de Madame Colette en étaient la preuve. Cette nuit-là, Madame Colette réexamina les papiers une fois de plus. Actes de propriété, certificats, lettres, tout ce dont elle avait besoin pour prouver qui elle était vraiment et ce qui lui appartenait de droit. Mais ce n'était pas encore le moment. Si elle révélait tout maintenant, avant qu'Antoine ne voie le vrai visage de Sylvie, il ne la croirait pas. Elle devait attendre, même si l'attente la tuait. Au 5e jour, le corps de Madame Colette commença à flancher. Elle était à mi-chemin du puits, lorsqu'elle sentit le monde s'incliner. Les seaux lui échappèrent des mains. Elle porta la main à sa poitrine et sentit son cœur battre de façon irrégulière, faisant des bonds comme un oiseau piégé. Elle tomba à genoux dans la poussière. Le soleil lui brûlait la tête. Elle essaya de respirer, mais l'air n'arrivait pas bien à ses poumons. Avec des mains tremblantes, elle sortit quelque chose de la poche de son tablier. C'était une vieille photographie usée sur les bords. L'image montrait un groupe de jeunes femmes en uniforme de domestique, debout devant une grande et élégante maison, un château. Madame Colette se voyait sur cette photo. Elle avait 20 ans. Elle souriait sans savoir ce que le destin lui réservait, sans savoir que l'homme qui vivait dans ce château changerait sa vie pour toujours. Derrière la photo, écrit d'une écriture tremblante, on lisait « Château des Lauriers, 1982 ». « Tant de temps », murmura Madame Colette, « tant de temps à garder ce secret ». Elle s'obligea à se lever, rangea la photo et ramassa les seaux. Elle ne pouvait pas rester là, allongée. Si Sylvie la voyait faible, elle en profiterait pour augmenter la punition. Elle arriva au puits et s'assit sur le bord pour se reposer. Elle regarda l'horizon, vers les montagnes lointaines. Quelque part derrière ces montagnes se trouvait le château des Lauriers, ou ce qu'il en restait. Tout avait commencé là. L'amour interdit, la trahison, le fils qu'elle avait dû élever seule, et le plus grand secret de tous, la vérité sur l'identité du véritable père d'Antoine. Sylvie pensait connaître l'histoire, mais elle ne connaissait que la version qu'on lui avait racontée, la version de ceux qui voulaient détruire Madame Colette. La vérité était très différente. Sylvie attendit qu'Antoine parte au champ pour agir. Elle entra dans la chambre de Madame Colette sans frapper. La vieille femme était allongée, essayant de reprendre des forces après l'aller-retour au puits. « Levez-vous, belle-mère. Je dois nettoyer cette chambre. » Madame Colette se redressa lentement. Elle vit Sylvie commencer à bouger des choses, à fouiller des tiroirs, à soulever des vêtements. « Que cherchez-vous ? Rien qui vous regarde. » Sylvie fouilla la valise, vida le contenu sur le lit, vérifia chaque poche, chaque pli. Madame Colette observait avec le cœur accéléré. Les documents étaient sous le matelas, enveloppés dans de vieux sous-vêtements. Personne ne chercherait là. « Où les avez-vous » demanda Sylvie, les dents serrées. « Où ai-je quoi ? Ne jouez pas à la sotte avec moi. Je sais que vous les avez apportés. Ma mère m'a dit que vous les aviez. Les papiers qui prouvent ce que vous avez fait. » Madame Colette la regarda fixement. « Ta mère, Geneviève. » Sylvie se paralysa. Pendant un instant, son masque de contrôle tomba. « Comment connaissez-vous le nom de ma mère ? » « Parce que j'ai travaillé pour elle, ma fille. Il y a plus de 40 ans. Et j'ai fait exactement ce que ta mère était capable de faire, ce qu'elle a fait. » Sylvie s'approcha, menaçante. « Ma mère était une femme respectable. C'est vous qui avez détruit son mariage. C'est vous qui avez séduit mon père. » « C'est ce qu'on t'a dit. » Madame Colette secoua la tête. « On t'a menti, Sylvie. Ils t'ont raconté l'histoire à l'envers. Taisez-vous. » Sylvie leva la main comme pour la frapper, mais s'arrêta. Elle respira profondément, reprenant le contrôle. « Je vais trouver ces papiers, dit-elle. Et quand je les aurai trouvés, je vais les brûler. Et ensuite, je ferai en sorte qu'Antoine vous jette dehors. M'avez-vous entendu ? Je vais vous détruire comme vous avez détruit ma famille. » Elle sortit de la chambre en claquant la porte. Madame Colette resta assise sur le lit, tremblante. Maintenant, elle le savait avec certitude. Sylvie ne la haïssait pas seulement parce qu'elle était sa belle-mère. Elle la haïssait à cause de quelque chose qui s'était passé il y a des décennies, à cause d'une histoire qu'on lui avait mal racontée, et elle ne se reposerait pas avant de l'avoir détruite. Cet après-midi-là, une visite inattendue arriva. Madame Colette était assise dans le couloir, profitant du fait que Sylvie était allée au village, lorsqu'elle vit un vieil homme marcher sur le sentier vers la maison. Il portait un chapeau usé et marchait avec une canne. Quand il fut plus proche, Madame Colette le reconnut et ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur André, Colette, cela fait longtemps. » Ils s'embrassèrent comme de vieux amis. Monsieur André avait été le contremaître au château des Lauriers lorsque Madame Colette y travaillait. Il était l'un des rares à connaître la vérité sur ce qui s'était passé.
Comment avez-vous su que j'étais ici? Demanda Madame Colette. Les petits villages ne gardent pas de secrets, Colette. Les gens parlent. J'ai su que tu étais arrivé au domaine de ton fils et j'ai aussi su qui est sa femme. Madame Colette baissa la voix. Elle sait qui je suis. Elle m'a reconnu dès le premier jour. Monsieur André regarda vers le chemin où Sylvie était partie. Tu as toujours les documents? Je ne les ai jamais lâchés. Ils sont ici avec moi. Fais attention, Colette. Cette fille a grandi en écoutant des histoires sur toi. Sa mère lui a rempli la tête de venin. Pour elle, tu es la femme qui a détruit sa famille. Mais ce n'est pas vrai. Je le sais et tu le sais, mais elle croit ce qu'on lui a appris à croire. Monsieur André se pencha en avant. Il y a autre chose que tu dois savoir. Sylvie a posé des questions au village. Elle cherche des gens qui ont travaillé au château. Elle cherche quelqu'un pour confirmer l'histoire de sa mère. Madame Colette sentit un frisson. Elle a trouvé quelqu'un? Pas encore, mais si elle trouve les mauvaises personnes, elles vont lui dire ce qu'elle veut entendre. Tu vas devoir prendre les devants, Colette. Tu vas devoir raconter la vérité à ton fils avant qu'il ne soit trop tard. Si je lui raconte maintenant, il ne me croira pas. Il est aveuglé par elle. Alors trouve un moyen pour qu'il voie qui elle est vraiment. Mais fais-le vite avant qu'elle ne te détruise la première. Une semaine après le retour de Monsieur André au village, Antoine remarqua quelque chose d'étrange. Il prenait son petit déjeuner lorsqu'il vit les mains de sa mère. Elles avaient des ampoules éclatées, la peau à vif, les doigts gonflés. « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé aux mains ?» Madame Colette cacha ses mains sous la table instinctivement, mais Antoine les avait déjà vues. « Rien, mon fils. Je suis tombé dans la cour. » Sylvie intervint immédiatement. « Tu sais comment est ta mère, mon amour. Elle ne regarde pas où elle marche. Elle est tombée en essayant d'attraper des fleurs. » Antoine fronça les sourcils. « Des fleurs? Quelles fleurs? Celles du jardin de derrière? Elle voulait décorer sa chambre. » C'était un mensonge parfait, dit avec naturel, sans hésitation. Antoine regarda sa mère, attendant confirmation. Madame Colette sentit le poids du regard de Sylvie, la menace silencieuse. « Oui, dit-elle, je suis allé cueillir des fleurs, et je suis tombé. » Antoine acquiesça, bien qu'il ne semblât pas entièrement convaincu. Il termina son petit déjeuner et partit au champ. Lorsque la porte se ferma, Sylvie s'approcha de Madame Colette. « Très bien, belle-mère. Je vois que vous apprenez vite. Je ne peux pas continuer comme ça, Sylvie. Mon corps ne tiendra pas. Alors, donnez-moi ce que je veux, les papiers. Donnez-moi les papiers et tout cela s'arrête. Je ne sais pas de quel papier vous parlez. » Sylvie l'attrapa par le bras avec force. « Ne me prenez pas pour une idiote. Ma mère m'a dit que vous gardiez des documents du château. Des documents qui pourraient tout enlever à ma famille. Je veux ces papiers. » Madame Colette la regarda dans les yeux. « Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Jusqu'à ce que vous me donniez ce que je suis venu chercher. Ce que tu es venu chercher. » Madame Colette comprit soudain. « C'est pour ça que tu as épousé Antoine. C'est pour ça que tu l'as cherché. Ce n'était pas un hasard. » Sylvie sourit sans humour. « Vous avez mis du temps à vous en rendre compte, belle-mère. Mais oui, j'ai cherché votre fils. Je l'ai trouvé. Je l'ai conquis. Je l'ai épousé. Tout pour arriver jusqu'à vous. Tout pour récupérer ce que votre famille a volé à la mienne. Nous n'avons rien volé. Ça, nous verrons. Maintenant, allez chercher l'eau, et vous avez intérêt à ce que les seaux soient pleins. » Cette nuit-là, lorsque la maison fut silencieuse, Madame Colette sortit les documents de leur cachette, s'assit sur le lit, et les étala devant elle, à la lumière d'une bougie. Il y avait des actes de propriété avec des sceaux officiels, des certificats de naissance, des lettres jaunies, et une photo plus grande que celle qu'elle portait dans sa poche. Sur cette photo, on voyait un homme élégant d'une quarantaine d'années avec une moustache et des yeux clairs. Monsieur Gaston de Montaigne, le propriétaire du château des Lauriers. À ses côtés, en uniforme de domestique, mais le regardant avec des yeux d'amour, se tenait la jeune Colette. Madame Colette passa les doigts sur l'image. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Gaston, » murmura-t-elle, « et je n'ai jamais cessé de protéger notre fils. 94 Mark, we have the king of, and the define now, and the king sir, and the define now. » Elle prit les actes et les lut une fois de plus, bien qu'elle les connût par cœur. La ferme où il vivait, les terres qu'Antoine cultivait tous les jours apparaissaient au nom de Colette Vega. Elles avaient été un cadeau secret de Gaston à la femme qu'il aimait et au fils qu'il n'avait jamais pu reconnaître publiquement. Antoine n'était pas le fils de l'homme qu'il croyait être son père. Il était le fils de Monsieur Gaston de Montaigne, et cela signifiait qu'il avait des droits sur le château des Lauriers, des droits que la famille de Sylvie avait enterrés avec des mensonges. Madame Colette rangea les papiers, éteignit la bougie et s'allongea dans l'obscurité. Dehors, devant sa fenêtre, une ombre bougea.
Quelqu'un avait observé. Quelqu'un avait vu les documents. Madame Colette ne le sut pas à ce moment-là, mais le danger venait de se multiplier. Sylvie commença son attaque la plus impitoyable la nuit suivante. Elle attendit qu'il soit au lit, les lumières éteintes. Antoine était fatigué après une dure journée au champ, mais elle savait comment le garder éveillé. « Mon amour, puis-je te raconter quelque chose? J'ai honte, mais je pense que tu devrais le savoir. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Sylvie feignit un soupir. « C'est ta mère. Aujourd'hui, elle m'a dit des choses très laides. Elle m'a traité de crever de faim. Elle a dit que je n'étais pas assez femme pour toi, que tu aurais dû épouser quelqu'un de meilleure famille. » Antoine se crispa. « Ma mère t'a dit ça? Je ne voulais pas te le dire. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais ça m'a fait mal, Antoine. Ça m'a fait très mal. Je vais lui parler demain. » « Non, mon amour, je ne veux pas causer de problème. Sois juste prudent. Ta mère n'est pas ce que tu crois. Il y a quelque chose chez elle qui me fait peur. » Antoine resta silencieux, traitant les mots. Sylvie se blottit contre lui, satisfaite. La graine était plantée. Le lendemain matin, Antoine traita sa mère avec froideur. Il ne la regarda pas dans les yeux pendant le petit déjeuner. Il répondit par des monosyllabes à ses questions. Madame Colette ne comprenait pas ce qui s'était passé. « Tu vas bien, mon fils? J'ai fait quelque chose qui t'a dérangé? »« Non, maman, tout va bien. » Mais sa voix disait le contraire. Antoine partit au champ sans dire au revoir. Sylvie souriait depuis la cuisine. Ainsi commença. Un mensonge par nuit, un empoisonnement lent et constant. Chaque jour, Antoine s'éloignait davantage de sa mère. Chaque jour, Madame Colette comprenait moins ce qui se passait. Le piège se refermait. Manon arriva au domaine un mardi matin. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années avec de longues tresses et des yeux vifs. Elle travaillait occasionnellement dans les fermes de la région, aidant au nettoyage et à la cuisine. Sylvie l'avait embauchée pour quelques semaines, car elle avait besoin d'aide supplémentaire. La première chose que Manon remarqua furent les mains de Madame Colette. « Madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez les mains détruites. » Madame Colette cacha ses mains derrière son dos. « Ce n'est rien, ma petite, un accident. » Manon n'insista pas, mais quelque chose ne collait pas. Ces blessures n'étaient pas dues à un accident. C'étaient des blessures de travail difficile, de port de poids, d'efforts répétés. Quel travail pouvait faire une vieille femme malade? Au cours des jours suivants, Manon observa attentivement. Elle vit comment Sylvie traitait Madame Colette quand Antoine n'était pas là. Avec mépris, avec des ordres secs, avec des regards de haine. Elle vit la vieille femme marcher courbée vers un endroit derrière la maison, lorsqu'elle croyait que personne ne la voyait. Un après-midi, Manon la suivit. Elle vit Madame Colette traîner 2 seaux vides vers le puits. Elle la vit se battre pour les remplir. Elle la vit les ramener, s'arrêtant tous les 20 pas pour reprendre son souffle. Manon sentit la colère monter dans sa poitrine. C'était de la cruauté pure contre une femme qui pouvait à peine se tenir debout. Elle courut vers Madame Colette. « Laissez-moi vous aider, madame. »« Non, ma petite, si Sylvie te voit, ça m'est égal. Ce n'est pas bien. » Ensemble, elles portèrent les seaux à la maison. Madame Colette la remercia avec des larmes dans les yeux. « Tu es une bonne fille, Manon. Mais fais attention. Sylvie ne pardonne pas à ceux qui se mêlent de ses affaires. »« Pourquoi supportez-vous ça, madame ?» Madame Colette regarda vers la maison. « Parce que ce n'est pas encore le moment de parler. Il y a des choses que mon fils doit voir de ses propres yeux. » Sylvie apprit la nouvelle cet après-midi-là. Elle avait vu Manon aider la vieille femme depuis la fenêtre de la cuisine. Elle attendit que Madame Colette entre dans sa chambre pour confronter la jeune femme. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Manon ne fut pas intimidée. « J'aide une dame qui peut à peine marcher. Que se passe-t-il ici? Pourquoi l'obligez-vous à porter de l'eau ?» Sylvie fit un pas vers elle. « Écoute-moi bien, petite. Les affaires de cette famille ne sont pas ton problème. Je t'ai embauchée pour nettoyer et cuisiner, pas pour te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ce que vous faites est mal. Cette dame est malade. Cette dame est une menteuse manipulatrice qui veut détruire mon mariage et tu ne sais rien de l'histoire, alors je vais te donner 2 options. Soit tu oublies ce que tu as vu et tu continues à travailler. Soit tu pars immédiatement et tu ne reviens pas. » Manon serra les poings. « Je vais parler à Monsieur Antoine. Essaie. Voyons qui il croira. Sa femme ou une employée qui est là depuis 3 jours. » Manon savait que Sylvie avait raison. Antoine adorait sa femme. Il n'allait pas croire une étrangère. « Je m'en vais, » dit Manon. « Mais ça ne va pas en rester là. » Sylvie sourit. « Bien sûr que si, car tu n'as de preuve de rien. Maintenant, fiche le camp avant que je ne te sorte moi-même. » Manon ramassa ses affaires et quitta le domaine. Mais avant de partir, elle passa devant la chambre de Madame Colette. « Je trouverai un moyen de vous aider, madame, je vous le promets. » Madame Colette lui prit la main. «
Fais attention, ma petite. Sylvie est plus dangereuse qu'il n'y paraît. François n'arrivait pas à dormir. Chaque nuit, il revoyait le même rêve. Madame Colette allongée sur le chemin, les seaux renversés, luttant pour respirer. Et lui, de l'autre côté de la clôture, sans rien faire. Il se leva du lit et sortit dans le couloir de sa maison. La nuit était sombre, sans lune. Il alluma une cigarette et resta à regarder vers le domaine d'Antoine. Combien de temps encore allait-il se taire? Sylvie le tenait piégé. Les documents qu'elle gardait prouvaient qu'il avait déplacé les limites de sa propriété des années auparavant, s'appropriant des hectares qui appartenaient à un autre. Si cela était révélé, il perdrait tout. Il serait poursuivi, être emprisonné. Mais quel genre d'homme était-il s'il laissait maltraiter une vieille femme innocente? Cet après-midi-là, il avait entendu Sylvie parler à quelqu'un au téléphone. Il n'avait pas pu entendre toute la conversation, mais il avait saisi quelques phrases. « Ma mère avait raison. Cette vieille femme a les papiers. Si elle les trouve avant moi, je perds tout. And then no file. Vous davno. Cameson. » Quel papier? Quel secret gardait Madame Colette? François termina sa cigarette et prit une décision. Il n'allait pas encore agir, mais il allait commencer à rassembler ses propres preuves. Si un jour il devait témoigner contre Sylvie, il aurait besoin de plus que sa parole. Il entra dans la maison et chercha un vieux carnet. Il commença à écrire des dates, des heures, des choses qu'il avait vues. Les sceaux, les cris, les menaces. S'il arrivait quelque chose à Madame Colette, au moins il y aurait un enregistrement. Mais à quoi servait-il s'il ne faisait rien? Cette nuit-là, il ne put pas dormir. L'image de Madame Colette, tombant dans la poussière, le hantait chaque fois qu'il fermait les yeux. Il devait prendre une décision et vite. Antoine confronta sa mère 3 jours plus tard. Il rentra des champs plus tôt que d'habitude. Madame Colette était assise dans le couloir, essayant de se reposer après le 2e aller-retour au puits. Quand elle vit l'expression sur le visage de son fils, elle sut que quelque chose de grave arrivait. « Maman, nous devons parler. »« Bien sûr, mon fils. Assieds-toi. » Antoine ne s'assit pas. Il resta debout, les bras croisés. « Sylvie m'a raconté ce que tu lui as dit, qu'elle n'est pas assez femme pour moi, que j'aurais dû épouser quelqu'un de mieux. » Madame Colette sentit le monde s'arrêter. « Je n'ai jamais dit ça. Elle n'a aucune raison de me mentir. Je n'ai pas non plus de raison de l'insulter. Antoine, c'est ta femme. Je veux juste vivre en paix. » Antoine la regarda avec méfiance. C'était un regard que Madame Colette ne connaissait pas, un regard empoisonné par des semaines de mensonges. « Tu as toujours été une femme difficile, maman. C'est pour ça que mon père est parti. C'est pour ça que personne n'a pu vivre avec toi. » Le coup fut plus fort que n'importe quelle gifle. Madame Colette dut se tenir à la balustrade du couloir. « Ton père n'est pas parti à cause de moi, Antoine. »« Ah non. Alors pourquoi ?» Madame Colette ferma les yeux. Le moment qu'elle craignait tant était arrivé. La question que son fils n'avait jamais posée directement. « Parce qu'il n'était pas ton père, mon fils. » Le silence qui suivit fut terrible. Antoine la regarda comme si elle lui avait parlé dans une autre langue. « Qu'est-ce que tu as dit? L'homme que tu crois être ton père ne l'était pas. Je t'ai élevé seul parce que le vrai père n'a pas pu te reconnaître, mais il t'aimait. Il nous aimait tous les deux. Tu mens toujours. C'est la vérité, Antoine, et il y a beaucoup plus que tu dois savoir sur moi, sur cette terre, sur ta femme. » Antoine recula comme si sa mère avait une maladie contagieuse. « Je ne veux plus rien entendre. Sylvie avait raison. Tu essaies de détruire mon mariage avec des mensonges. » Il partit sans regarder en arrière. Madame Colette resta seule dans le couloir, les larmes coulant sur ses joues ridées. Elle avait essayé de prendre les devants, elle avait échoué. Une semaine plus tard, Manon trouva Madame Colette allongée sur le chemin. Elle était revenue au domaine en cachette, inquiète pour la vieille femme. Elle marchait sur le sentier qui longeait la propriété lorsqu'elle la vit. Une masse sombre au milieu de la poussière, immobile. « Madame Colette !» Elle courut vers elle. Madame Colette était consciente, mais pouvait à peine parler. Ses lèvres étaient desséchées et sa respiration haletante. « Je ne peux pas me lever. Ne bougez pas. Je vais chercher de l'aide. Non, si Sylvie apprend que tu es ici, je me moque de cette femme. Vous avez besoin d'aide. » Manon l'aida à s'asseoir. Elle lui donna de l'eau d'une gourde qu'elle portait. Peu à peu, Madame Colette retrouva un peu de force. « Merci, ma petite. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivée. Madame, il faut que ça s'arrête. Ils vont vous tuer. » Madame Colette la regarda avec des yeux fatigués. « Elle sait qui je suis, Manon. C'est pour ça qu'elle veut ma mort avant que je ne parle. »« De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous » La vieille femme hésita. Elle avait gardé le secret pendant si longtemps, mais elle avait besoin d'une alliée.
de quelqu'un qui sache la vérité au cas où elle ne survivrait pas. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé comme domestique dans un château. Le propriétaire et moi sommes tombés amoureux. J'ai eu un fils de lui. Ce fils est Antoine. Manon écarquilla les yeux. Monsieur Antoine est le fils d'un châtelain, du propriétaire du château des Lauriers, un homme riche et puissant. Mais il était marié. Sa femme a découvert notre liaison et m'a chassé. Elle m'a tout pris, m'a humilié devant tout le monde. Et Sylvie. Madame Colette serra la mâchoire. Sylvie est la fille de cette femme, la fille de celle qui a détruit ma vie. Et elle est venue ici pour finir ce que sa mère a commencé. Manon traita l'information. Tout commençait à avoir un sens. Monsieur Antoine, c'est ça? J'ai essayé de lui dire. Il ne m'a pas cru. Il croit que je suis une menteuse manipulatrice. Sylvie l'en a convaincu. Il doit y avoir un moyen de lui prouver la vérité. Madame Colette acquiesça lentement. Il y en a un, mais ce n'est pas encore le moment. Il faut qu'il voie d'abord qui est vraiment sa femme. Sylvie découvrit que Manon était passée au domaine. L'une des voisines qui passait par le chemin mentionna avoir vu la jeune femme aider la vieille dame. La nouvelle arriva aux oreilles de Sylvie avant le déjeuner. Cet après-midi-là, Sylvie alla au village. Elle trouva Manon sur la place en train d'acheter des légumes. Je croyais t'avoir dit de ne pas revenir. Manon se redressa pour l'affronter. Je n'étais pas sur votre propriété. Le chemin est public. Ne joue pas à la maligne avec moi. Je sais que tu as parlé à la vieille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien qui vous regarde. Sylvie fit un pas en avant. Sa voix devint dangereuse. Écoute-moi bien, petite. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Cette vieille femme est une menteuse qui veut nous enlever tout ce que nous avons. Si tu l'aides, tu deviens mon ennemi. Et crois-moi, tu ne veux pas être mon ennemi. Manon ne recula pas. Tout ce que je vois, c'est une femme qui maltraite une vieille dame malade. Et c'est mal, peu importe l'histoire qu'on raconte. Maltraitance. Sylvie laissa échapper un rire amer. Cette vieille femme a détruit ma famille. Elle s'est mêlée à un homme marié, a eu un enfant bâtard et veut maintenant réclamer un héritage qui ne lui revient pas. Je protège juste ce qui est à moi. Rien ne justifie ce que vous lui faites, rien. Sylvie la regarda avec une haine pure. Éloigne-toi de mon domaine, éloigne-toi de ma famille. Si je te revois près d'ici, je ferai en sorte que personne dans ce village ne te donne jamais de travail. C'est clair? Elle fit demi-tour et partit. Manon resta tremblante de rage, mais aussi de peur. Sylvie était sérieuse. Elle avait le pouvoir de lui gâcher la vie, mais elle n'allait pas abandonner Madame Colette. Elle ne pouvait pas. Monsieur André rendit une nouvelle visite à Madame Colette, cette fois de nuit. Il arriva quand Antoine et Sylvie dormaient déjà. Il frappa doucement à la fenêtre de la chambre de Madame Colette. Elle ouvrit avec précaution. « André, que se passe-t-il? Mauvaise nouvelle, Colette. » Sylvie a posé des questions au village sur le château des Lauriers. Elle a trouvé quelqu'un. Madame Colette sentit son cœur s'arrêter. « Qui? Tu te souviens de Thérèse, la cuisinière du château? » « Bien sûr que je m'en souviens. C'est elle qui m'a aidé à m'échapper quand Geneviève a voulu m'enlever Antoine. Eh bien, Thérèse est toujours vivante. Elle a presque 90 ans, mais sa tête fonctionne bien. Et Sylvie l'a trouvée. Qu'est-ce que Thérèse lui a dit? Monsieur André baissa les yeux. Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, Sylvie est sortie de cette maison avec un sourire, comme si elle avait trouvé de l'or. Madame Colette s'assit sur le lit, traitant l'information. Thérèse connaissait beaucoup de secrets du château, mais elle connaissait aussi beaucoup de mensonges. Cela dépendait de l'histoire qu'elle déciderait de raconter. « Je dois parler à Thérèse, » dit Madame Colette, « avant que Sylvie ne l'utilise contre moi. »« C'est dangereux, Colette. Si Sylvie l'apprend, ça n'a plus d'importance. Si je ne fais rien rapidement, je vais perdre mon fils pour toujours, ou je vais mourir en portant ses sceaux. » Monsieur André acquiesça. « Je peux t'y emmener demain. Je sais où vit Thérèse, mais tu dois être prudente. Si Sylvie te suit, elle ne me suivra pas. Demain, c'est jour de marché. Elle va au village tôt et ne revient que le soir. » C'était un plan risqué. Mais Madame Colette n'avait plus rien à perdre. Sylvie arriva chez Thérèse le lendemain, sans savoir que Madame Colette y avait été quelques heures plus tôt. La vieille femme vivait dans une petite maison à la périphérie du village. Elle était assise dans un fauteuil à bascule lorsque Sylvie entra sans frapper. « Bonjour, Madame Thérèse. Je suis venue terminer notre conversation d'hier. » Thérèse la regarda avec des yeux prudents. « Je t'ai déjà dit tout ce que je sais, ma fille. » « Pas tout. Hier, vous m'avez parlé de Colette et de Monsieur Gaston, de la grossesse. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous n'avez pas voulu me dire. » Thérèse garda le silence. Sylvie sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est pour vous.
Vous n'avez qu'à me confirmer une chose. Les documents que Colette garde sont réels. » La vieille femme regarda l'argent, puis regarda Sylvie. « Pourquoi veux-tu savoir ça? » « Parce que s'ils sont réels, ma famille perd tout. Ma mère m'a dit avant de mourir que Colette avait des papiers qui pouvaient nous détruire. J'ai besoin de savoir ce que disent ces papiers. » Thérèse ferma les yeux. Elle semblait débattre intérieurement. « Ta mère était une femme dure, Sylvie. Elle a fait des choses terribles pour protéger ce qu'elle croyait être à elle. Ma mère protégeait sa famille. Ta mère a détruit une jeune fille innocente. Colette n'a séduit personne. C'est Monsieur Gaston qui l'a cherchée, qui l'a courtisée, qui lui a promis qu'il allait quitter Geneviève. » Sylvie serra les poings. « C'est un mensonge. C'est la vérité. J'étais là. J'ai tout vu, et j'ai vu ce que Geneviève a fait à Colette quand elle a appris la grossesse. Qu'est-ce qu'elle lui a fait ?» Thérèse ouvrit les yeux et regarda Sylvie fixement. Elle lui a enlevé le bébé. Pendant 3 jours, Colette a failli devenir folle, et quand elle le lui a rendu, elle l'a forcé à signer un document, renonçant à tout. Mais Monsieur Gaston a fait quelque chose en cachette, quelque chose que Geneviève n'a jamais su. Sylvie se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des terres à Colette, une petite ferme loin du château, à son nom, pour que son fils ait quelque chose en grandissant. Cette ferme, c'est là où tu vis maintenant. Sylvie retourna au domaine le sang en ébullition. Elle trouva Madame Colette dans le couloir, en train de se reposer. Elle se planta devant elle, les yeux brûlants de fureur. « Je connais ton secret, vieille femme. » Madame Colette la regarda sans broncher. « Lequel? J'en ai tout un tas. La ferme. Je sais que mon père te l'a donnée. Je sais qu'elle est à ton nom. Ton père me l'a donnée parce qu'il aimait son fils. Parce qu'il voulait qu'Antoine ait quelque chose de lui, quelque chose que ta mère ne puisse pas lui enlever. Cette ferme devrait être à ma famille, aux de Montaigne. Cette ferme est aux de Montaigne. Antoine est un de Montaigne. Il est le fils de Monsieur Gaston, tout comme toi. » Sylvie recula comme si elle avait été frappée. « Antoine n'est pas mon frère. Demi-frère. Vous partagez le même père. La différence, c'est qu'on t'a tout donné. Nom de famille, éducation, propriété. À Antoine, on a même refusé le nom de son père. Tais-toi. Je ne me tairai pas. Je me suis tu pendant trop d'années. 40 ans, à supporter la honte, la pauvreté, le mépris, pendant que ta famille vivait dans l'abondance avec ce qui aurait dû être à mon fils. » Sylvie s'approcha, menaçante. « Donne-moi ces documents. Non. Si tu ne me les donnes pas, je ferai en sorte que chaque jour qui te reste à vivre soit un enfer. » Madame Colette se leva. Malgré sa faiblesse, il y avait du feu dans ses yeux. « Je vis déjà un enfer, Sylvie. Tu m'obliges à porter de l'eau comme un animal. Tu m'enlèves la nourriture. Tu as empoisonné mon fils contre moi. Que peux-tu me faire de plus ?» Sylvie sourit lentement. Un sourire qui glaça le sang de Madame Colette. « Je peux faire en sorte que tu meurs sans que personne ne se doute de rien. Et crois-moi, je sais exactement comment faire. » Elle fit demi-tour et entra dans la maison. Madame Colette resta seule, tremblante. Ce n'était plus seulement de la maltraitance, c'était maintenant une menace de mort. Elle devait agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Les jours suivants furent les pires. Sylvie augmenta la punition. Ce n'était plus 3 allers-retours au puits, c'était 5. Et les seaux devaient être pleins jusqu'au bord, où il n'y avait pas de nourriture. Madame Colette sentait son corps s'éteindre. Chaque matin, elle avait plus de mal à se lever. Son cœur faisait des bonds irréguliers. Ses jambes la soutenaient à peine. Un soir, Antoine la vit marcher vers le puits. Il s'arrêta net. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Avant que Madame Colette ne puisse répondre, Sylvie apparut à ses côtés. « Elle aime marcher, mon amour. Elle dit que c'est bon pour la circulation. Le médecin du village le lui a recommandé. Les seaux sont pour cueillir des herbes. Tu sais comment sont les vieilles dames avec leurs remèdes maison. » Antoine fronça les sourcils, mais l'explication semblait raisonnable. Il regarda sa mère, cherchant confirmation. Madame Colette ouvrit la bouche pour dire la vérité, mais vit les yeux de Sylvie. L'avertissement silencieux. Si elle parlait, les conséquences seraient pires. « Oui, mon fils, » dit-elle d'une voix brisée. « C'est pour mes herbes. » Antoine acquiesça et continua son chemin vers l'étable. Sylvie s'approcha de Madame Colette. « Bon choix, belle-mère. Maintenant, dépêchez-vous. Il fait presque nuit, et il vous reste encore 2 allers-retours. » Madame Colette continua vers le puits. Les larmes lui embouaient la vue, mais elle ne les laissa pas couler. Elle n'allait pas donner à Sylvie la satisfaction de la voir pleurer. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Madame Colette pria. Elle n'avait pas été une femme religieuse dans sa vie, mais maintenant, elle sentait qu'elle avait besoin de l'aide de quelqu'un, de quelque chose. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « donne-moi la force de tenir encore un peu, juste un peu, jusqu'à ce que mon fils voie la vérité. » Dehors, le vent commença à souffler fort.
Une tempête approchait. François vit tout depuis sa clôture. Il observait, notait, rassemblait des preuves depuis des semaines. Il avait rempli la moitié d'un carnet avec des dates et des descriptions, mais il n'avait pas agi. La peur le paralysait. Cet après-midi-là, il vit Madame Colette tomber à mi-chemin du puits. La vieille femme s'effondra comme si ses jambes l'avaient soudainement lâchée. Les seaux roulèrent sur le sol. François fit un pas vers la clôture. Son instinct lui disait de courir pour l'aider. Mais alors il regarda vers la maison et vit Sylvie observer depuis la fenêtre de la cuisine. Leurs yeux se croisèrent. Sylvie fit un léger signe de tête négatif, un geste petit, presque imperceptible. Mais le message était clair. « Ne te mêle pas de ça ». François recula. Sur le chemin, Madame Colette luttait pour se lever. Elle s'appuya sur ses mains, puis sur ses genoux, puis réussit à se tenir debout en chancelant, ramassa les seaux et continua vers le puits. François eut honte de lui-même. Il entra chez lui et se servit un verre de calvados. Il le but d'une traite. Il s'en servit un autre. À quel moment était-il devenu ça? Un lâche qui laissait mourir une vieille femme par peur de perdre quelques hectares de terre. Il sortit le carnet et lut ses notes, dates, heures, détails. S'il arrivait quelque chose à Madame Colette, ces notes pourraient servir à quelque chose. Mais à quoi servaient-elles s'il ne faisait rien? Cette nuit-là, il ne put pas dormir. L'image de Madame Colette, tombant dans la poussière, le poursuivait chaque fois qu'il fermait les yeux. Il devait prendre une décision, et vite. La tempête arriva 3 jours plus tard. Elle commença par un vent violent qui secouait les arbres. Puis vinrent les nuages noirs, couvrant le ciel comme une couverture. Et finalement, la pluie. Une pluie torrentielle qui transformait les chemins en rivières de boue. Antoine rentra tôt des champs. Le temps ne permettait pas de travailler. Il s'assit dans le salon pour attendre que la tempête passe. Sylvie en profita. « Mon amour, j'ai besoin d'eau chaude pour me laver. Celle qu'il y a est froide. Il pleut des cordes dehors. Je sais, mais je me sens sale. Peux-tu aller au puits? Attends que la pluie passe. J'en ai besoin de toute urgence. Je ne peux pas attendre. » Antoine soupira. Mais lorsqu'il se leva pour chercher les seaux, Sylvie le retint. « Non, mon amour, tu as travaillé toute la journée. Que ta mère y aille. Ma mère, avec cette tempête, elle connaît le chemin. Je ne veux pas que tu tombes malade. » Antoine hésita. Quelque chose ne semblait pas correct. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Suad for great. Oh Antoine, ta mère passe son temps à dire qu'elle veut t'aider, qu'elle veut se sentir utile. C'est simple. » Depuis le couloir, Madame Colette entendit la conversation. Elle sut ce qui allait arriver. Sylvie jeta un coup d'œil vers la vieille femme. « Belle-mère, pouvez-vous aller chercher de l'eau chaude? J'ai besoin de me laver. »« Il pleut très fort, Sylvie. »« Je sais, mais c'est urgent. » Antoine intervint. « Maman, si tu ne veux pas y aller, j'y vais. »« Non, » dit rapidement Sylvie. « Tu es fatiguée. » Madame Colette regarda son fils. Elle vit la confusion dans ses yeux. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne voyait pas le piège. « C'est bon, » dit Madame Colette. « J'y vais. » Elle prit les seaux et sortit dans la tempête. La pluie la frappait comme 1000 aiguilles. Madame Colette avançait lentement, essayant de voir le chemin à travers le rideau d'eau. La boue lui arrivait aux chevilles. Chaque pas était une bataille. À 50 mètres, elle glissa pour la première fois, tomba à genoux dans la boue, se releva avec difficulté. À 100 mètres, le vent lui arracha son châle des épaules. Elle ne s'arrêta pas pour le ramasser. Elle arriva au puits tremblante de froid. Ses mains lui faisaient défaut, alors qu'elle essayait de descendre le seau. Il lui fallut plusieurs tentatives pour le remplir. Elle versa l'eau dans les seaux, en renversant la moitié à cause du tremblement. Le chemin du retour fut pire. Les seaux pleins pesaient le double. La boue lui aspirait les bottes. La pluie ne cessait pas. À mi-chemin, ses jambes dirent « Assez ». Madame Colette tomba à la renverse. Les seaux se renversèrent, déversant l'eau qu'elle avait eu tant de mal à porter. Elle essaya de se relever, mais son corps ne répondit pas. Elle resta là, allongée dans la boue, la pluie lui tombant sur le visage. Elle regarda le ciel noir et pensa à Antoine, au bébé qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu, à tout ce qu'elle n'avait pas pu lui dire. « Pas comme ça », murmura-t-elle. « Pas encore, je dois encore lui dire la vérité. » Elle tenta de bouger à nouveau. Ses bras tremblaient, son cœur battait de façon erratique. L'obscurité commença à se refermer autour d'elle. La dernière chose à laquelle elle pensa avant de perdre connaissance fut les documents sous son matelas. Si elle mourait là, personne ne saurait la vérité. Personne ne saurait que ce domaine avait toujours été le sien. Manon la trouva à l'aube. Elle avait passé la nuit éveillée, inquiète pour Madame Colette. Lorsque la tempête diminua, elle sortit de chez elle
et marcha vers le domaine. Quelque chose lui disait qu'elle devait y aller. Elle la vit de loin, une masse sombre près du puits, immobile. Madame Colette, elle courut aussi vite qu'elle put. Quand elle arriva, son cœur s'arrêta. Madame Colette était inconsciente, les lèvres bleues et la peau glacée. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide !» François entendit les cris depuis sa maison. Cette fois, il n'hésita pas. Il sauta la clôture et courut vers le puits. Ensemble, ils portèrent Madame Colette et la ramenèrent à la maison. Manon frappa à la porte avec désespoir. Sylvie ouvrit. Son visage montra de la surprise, mais Manon put voir autre chose en dessous, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Que s'est-il passé? Nous l'avons trouvée près du puits. Elle est là depuis des heures. Appelez un médecin. Antoine apparut derrière Sylvie. Quand il vit sa mère inconsciente dans les bras de François, la couleur lui quitta le visage. « Maman !» Il prit sa mère des bras de François et la porta à l'intérieur. Il l'allongea sur son lit et commença à lui frotter les mains, essayant de la réchauffer. « Elle est glacée. Combien de temps est-elle restée dehors ?»« Je ne sais pas, » dit Manon. « Quand je l'ai trouvée, elle était déjà comme ça. » Antoine regarda Sylvie. « Que faisait ma mère dehors sous la tempête ?» Sylvie pâlit. « Je ne sais pas. Je dormais. Je ne l'ai pas entendue sortir. C'était un mensonge. » Et pour la première fois, Antoine ne la crut pas entièrement. Le médecin arriva 1 heure plus tard. C'était un vieil homme, aux mains tremblantes, mais aux yeux vifs. Il examina Madame Colette avec soin, pendant que tout le monde attendait en dehors de la chambre. Quand il sortit, son expression était grave. Elle a une pneumonie sévère. Les poumons sont très compromis. Et son cœur est faible, très faible. Antoine sentit le sol bouger sous ses pieds. Elle va s'en remettre? Le médecin garda le silence un instant. Je vais être honnête, monsieur Antoine. Votre mère est une femme âgée avec des problèmes cardiaques. L'exposition au froid et à la pluie l'a beaucoup affaiblie. Si elle survit à la semaine, ce sera un miracle. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? La garder au chaud, lui donner les médicaments que je vais prescrire et prier. Antoine entra dans la chambre de sa mère, s'assit à côté du lit et lui prit la main. Elle était si froide, si fragile. « Pardonne-moi, maman », murmura-t-il. « Pardonne-moi de ne pas avoir mieux pris soin de toi. » Dehors, dans le couloir, Sylvie observait avec un mélange d'émotions, du soulagement, car le problème se résoudrait peu, être tout seul, mais aussi de la peur. Si Madame Colette mourait, les documents resteraient sans propriétaire. Où les avait-elle cachés? Les trouverait-elle avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? François, debout à la porte de la maison, prit une décision. Il ne pouvait plus se taire. Pas après ça. Même s'il perdait tout, même s'il était emprisonné, il devait parler. La vie de Madame Colette valait plus que quelques hectares de terre. Antoine passa 3 jours sans se séparer de sa mère. Il lui donnait ses médicaments, lui changeait les linges humides sur le front, lui parlait même si elle ne répondait pas. Sylvie entrait de temps en temps avec de la nourriture ou de l'eau, mais Antoine la regardait à peine. Quelque chose avait changé. Le 3e jour, François arriva à la maison. Il demanda à parler à Antoine seul. Sylvie essaya de l'en empêcher. « Mon mari est occupé à prendre soin de sa mère. Il ne peut pas vous recevoir maintenant. »« C'est important, » insista François. « Cela concerne ce qui est arrivé à Madame Colette. » Antoine écouta depuis la chambre, sortit et regarda François. « Qu'avez-vous à me dire? Je préfère que nous parlions dehors. » Seul. Sylvie intervint. « Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant moi. Je suis son épouse. »« Non, » dit François en la regardant fixement. « C'est entre hommes. » Ils sortirent dans le couloir, marchèrent jusqu'à l'étable, loin des oreilles indiscrètes. « Parlez, » dit Antoine. François inspira profondément. Ce qu'il allait dire changerait tout. Ce qui est arrivé à ta mère n'était pas un accident. Elle n'est pas sortie se promener sous la tempête par plaisir. Que voulez-vous dire? Ton épouse l'oblige à aller chercher de l'eau au puits tous les jours, plusieurs fois par jour. Si elle ne le fait pas, elle ne lui donne pas à manger. Antoine recula comme s'il avait reçu un coup. C'est un mensonge. C'est la vérité. Je le vois depuis des semaines. Au début, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que Sylvie a quelque chose contre moi. Quelque chose qui m'obligeait à me taire. Mais je n'en peux plus. Ta mère a failli mourir, Antoine. Et sans la jeune femme qui l'a trouvée, elle serait morte. Antoine sentit sa tête tourner. Pourquoi Sylvie ferait-elle une chose pareille? Ça, je ne le sais pas, mais il y a plus à... Sylvie a cherché quelque chose. Des documents, des papiers que ta mère garde. Je l'ai entendu en parler plusieurs fois. Elle dit que ta mère a quelque chose qui peut tout lui prendre. Antoine regarda vers la maison, vers la fenêtre où Sylvie observait avec une expression tendue. « Montrez-moi, dit-il. Montrez-moi les preuves. »
François le conduisit à l'étable. Dans un coin caché sous des sacs de maïs se trouvaient les seaux, les mêmes que Madame Colette avait utilisés pendant des semaines. Antoine les souleva. Les poignets étaient tachés de sang séché. Il y avait des marques de doigts arthritiques sur les cordes. Il tomba à genoux. Tout était vrai. Antoine resta agenouillé devant les seaux pendant plusieurs minutes. Les marques de sang, les cordes usées, les empreintes de doigts tordus par l'arthrite. Tout racontait une histoire qu'il avait refusé de voir. Sa mère, sa propre mère, avait porté de l'eau comme une bête de somme pendant qu'il dormait tranquillement aux côtés de la femme qui l'a torturé. « Depuis quand » demanda-t-il d'une voix rauque. « Depuis son arrivée » répondit François. « Depuis le premier jour. » Antoine se rappela les mains blessées de sa mère, les excuses concernant les chutes et les fleurs, les regards qu'elle échangeait avec Sylvie. Tout ce qu'il avait ignoré parce qu'il était plus facile de croire le mensonge. Il se leva. Ses yeux étaient rouges, non pas de tristesse, mais de rage. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt » François baissa la tête. « Sylvie a des documents qui prouvent que j'ai déplacé les limites de mon terrain il y a des années. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je parlais, elle me détruirait. Et ça valait plus que la vie de ma mère. Non, ça ne valait rien. C'est pour ça que je suis ici maintenant, parce que je ne peux plus vivre avec ça. » Antoine marcha vers la maison. Chaque pas était plus déterminé que le précédent. François le suivit à distance. Sylvie les attendait à la porte. Elle avait tout vu depuis la fenêtre. Elle savait que le moment était venu. « Mon amour, qu'est-ce que cet homme t'a dit ? Ce sont sûrement des mensonges, tu sais comment sont les gens de ce village. Ils inventent des ragots pour. Tais-toi. » Le mot coupa l'air comme un couteau. Sylvie recula. « Qu'est-ce que tu as dit ? Que tu te taises. Pour la première fois de ta vie, ferme la bouche. » Antoine entra dans la maison et se dirigea directement vers la chambre de sa mère. Sylvie tenta de le suivre, mais François lui bloqua le passage. « Laisse-le, » dit le voisin. « Il est temps qu'il sache la vérité. » Antoine s'assit à côté du lit de sa mère. Madame Colette avait ouvert les yeux. Elle était faible, mais consciente. Elle vit l'expression sur le visage de son fils et sut que quelque chose avait changé. « Mon fils, pardonne-moi, maman. » Les larmes coulaient sur les joues d'Antoine. Il n'essaya pas de les arrêter. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru, de l'avoir cru, de t'avoir laissé seul quand tu avais le plus besoin de moi. Tu ne savais pas, Antoine. Elle est très astucieuse, très vive. J'aurais dû demander, j'aurais dû te protéger. » Madame Colette leva une main tremblante et la posa sur la joue de son fils. « Tu peux encore le faire, mon fils. Il n'est pas trop tard. » Antoine prit la main de sa mère et la serra doucement. « Pourquoi, maman? Pourquoi te hait-elle autant? Qu'est-ce que tu lui as fait? » « Je ne lui ai rien fait, mais elle croit que si. Elle croit une histoire qu'on lui a mal racontée. » « Quelle histoire ?» Madame Colette ferma les yeux. L'effort de parler l'épuisait. « C'est long, mon fils, et difficile, mais tu dois tout savoir. Tu mérites de savoir qui tu es vraiment. » À ce moment, Sylvie entra dans la chambre. Elle avait poussé François et venait les yeux brûlants. « Ne l'écoute pas, Antoine. C'est une menteuse. Elle l'a toujours été. » Antoine se leva et s'interposa entre sa femme et sa mère. « J'ai trouvé les seaux, Sylvie. Les seaux avec le sang de ma mère. Ça aussi, c'est un mensonge. » Sylvie pâlit, mais ne recula pas. Elle s'est blessée toute seule. Elle voulait se victimiser pour te monter contre moi. Une femme de 72 ans avec le cœur malade se blesse seule en portant des seaux d'eau. C'est ce que tu veux que je croie? Oui, parce que c'est la vérité. Antoine secoua lentement la tête. Je ne te crois plus, Sylvie. Je ne te crois plus rien. Sylvie pleura. Elle pleura comme Antoine ne l'avait jamais vue pleurer. Des larmes parfaites qui coulaient sur ses joues, des sanglots qui secouaient ses épaules, un spectacle de douleur qui aurait convaincu n'importe qui. Mais Antoine n'était plus n'importe qui. « Garde tes larmes, dit-il. Elles ne fonctionnent plus avec moi. Antoine, s'il te plaît, je suis ta femme. Nous sommes ensemble depuis des années. Tu vas croire une vieille femme que tu connais à peine à mon sujet? Cette vieille femme est ma mère et je la connais depuis ma naissance. C'est toi l'étrangère ici. C'est toi qui as menti depuis le début. » Sylvie cessa de pleurer comme si elle avait fermé un robinet. Son visage changea. Le masque de victime tomba, et ceux qui restaient en dessous étaient froids, calculateurs. « Bien, » dit-elle d'une voix sèche. « Si tu veux savoir la vérité, demande à ta mère qui elle est vraiment. Demande-lui ce qu'elle a fait il y a 40 ans. Demande-lui pourquoi ma famille la hait. De quoi parles-tu? Demande-lui à propos du château des Lauriers, à propos de mon père, à propos de ce qu'elle a volé à ma mère. » Antoine regarda Madame Colette. La vieille femme avait les yeux fermés, mais acquiesça légèrement. « Elle a raison, mon fils. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Antoine approcha une chaise du lit de sa mère, s'assit.
Il lui prit la main. « Raconte-moi tout, maman. Depuis le début. » Madame Colette ouvrit les yeux, regarda son fils avec un amour qu'elle avait gardé pendant des décennies. « Tout a commencé il y a plus de 40 ans, quand j'avais 20 ans et que je travaillais comme domestique dans un très grand château. Le château s'appelait le Château des Lauriers, commença Madame Colette. C'était le plus grand de la région, et le propriétaire était un homme appelé Gaston de Montaigne. » Antoine écoutait en silence. Sylvie était restée à la porte, les bras croisés. « Je suis arrivé là à 18 ans. Je n'avais rien, ni famille, ni argent, ni avenir. On m'a embauché pour nettoyer et aider à la cuisine. Je pensais que je travaillerais là quelques années, économiserais de l'argent et partirais. Que s'est-il passé ?» Madame Colette soupira. « Monsieur Gaston est arrivé. C'était un bel homme, éduqué, gentil, très différent des autres patrons qui traitaient les domestiques comme des ordures. Il me parlait, me demandait comment j'allais, me prêtait des livres pour que j'apprenne à mieux lire. Vous êtes tombé amoureux ? Je suis tombée amoureuse la première. J'étais jeune et naïve. Je pensais qu'il était impossible qu'un homme comme lui remarque quelqu'un comme moi. Mais je me suis trompée. Il est tombé amoureux aussi. » Sylvie interrompit depuis la porte. « Ce que tu veux dire, c'est que tu l'as séduit. Une domestique profiteuse qui s'est mise avec un homme marié. »« Tais-toi, » dit Antoine, sans se retourner vers elle. « Gaston était marié, » continua Madame Colette, « avec une femme nommée Geneviève. Mais leur mariage était malheureux. Geneviève était froide, ambitieuse, cruelle. Elle l'avait épousé pour son argent, pas par amour. Et Gaston le savait. Nous avons eu une relation. Oui, pendant près de 2 ans, en secret. Il m'a promis qu'il quitterait Geneviève, que nous partirions ensemble. Je l'ai cru. J'étais jeune et amoureuse. Et que s'est-il passé ? Madame Colette ferma les yeux. Le souvenir faisait encore mal après tant d'années. Je suis tombée enceinte, de toi, Antoine. Tu es le fils de Monsieur Gaston de Montaigne. Le silence qui suivit fut absolu. Antoine sentit le monde s'arrêter. Qu'est-ce que tu as dit ? L'homme que tu as cru être ton père toute ta vie, celui que je t'ai dit nous avoir abandonnés, n'a jamais existé. C'était une histoire que j'ai inventée pour te protéger. Ton vrai père était Monsieur Gaston. Antoine se leva de la chaise. Il avait besoin de bouger, de traiter ce qu'il venait d'entendre. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Parce que je voulais te protéger. Et parce que ce qui s'est passé après a été terrible. Raconte-moi. Madame Colette prit une grande respiration. Les mots qui venaient étaient les plus difficiles. Quand Geneviève a appris la grossesse, elle ne m'a pas chassé immédiatement. Ça aurait été trop simple pour elle. Au lieu de ça, elle a attendu que tu naisses. Elle t'a laissé au château, t'a permis de m'allaiter pendant 3 semaines et ensuite. La voix de Madame Colette se brisa. Ensuite quoi, maman ? Elle m'a enlevé le bébé, t'a arraché de mes bras et t'a emmené dans une autre partie du château. Elle a dit qu'elle devait t'examiner pour s'assurer que tu étais le fils de son mari. Elle m'a gardé 3 jours sans te voir, 3 jours sans savoir si tu étais vivant ou mort. Antoine sentit la rage monter dans sa poitrine. Comment a-t-elle pu faire ça ? Parce qu'elle le pouvait, parce qu'elle était la patronne, et que j'étais une domestique sans droit. Personne n'allait me défendre, pas même Gaston, qui était en voyage quand tout s'est passé. Et après ? Après 3 jours, Geneviève est venue me voir, m'a rendu le bébé et m'a mis un document devant moi. Il disait que je renonçais à toute réclamation sur le château, sur Gaston, sur tout. Si je ne le signais pas, elle a dit qu'elle allait déclarer que je t'avais volé, que tu n'étais pas mon fils. Elle a dit qu'elle allait me mettre en prison et que je ne te reverrai jamais. Tu l'as signé ? Que pouvais-je faire d'autre ? J'ai signé et cette même nuit, on m'a chassé du château avec ce que je portais. Sylvie parla depuis la porte. Ma mère a juste protégé sa famille. Elle a fait ce que n'importe quelle épouse ferait. Ta mère était un monstre, dit Madame Colette en la regardant directement, et elle t'a rempli la tête de mensonges pour que tu continues son œuvre. Antoine se passa les mains sur le visage. Chaque révélation était un nouveau coup. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec Sylvie ? Madame Colette regarda sa belle-fille. Dis-le lui, toi, Sylvie. Dis-lui qui tu es vraiment. Sylvie serra la mâchoire, mais ne parla pas. D'accord, dit Madame Colette. Je vais lui dire. Geneviève a eu une fille des années après qu'on m'ait chassé. Une fille qui a grandi en écoutant des histoires sur la domestique malveillante qui avait essayé de voler le mari de sa mère. Cette fille, c'est toi, Sylvie. Antoine se tourna vers sa femme. C'est vrai ? Sylvie leva le menton, défiante. Oui, c'est vrai. Geneviève de Montaigne était ma mère. Gaston de Montaigne était mon père. Ce qui signifie que toi et moi sommes demi-frères et sœurs. Alancia, lekora sindes gama, lexa, Alancia sawa. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Quoi ? Tu m'as entendu ? Nous partageons le même père.
bien qu'il t'ait eu avec une domestique et moi avec son épouse légitime. Antoine recula horrifié. Nous sommes mariés. Nous sommes frères et sœurs. Demi-frères et sœurs, corrigea Sylvie. Et je l'ai su depuis le début. C'est pour ça que je t'ai cherché. C'est pour ça que je t'ai épousé. If were you confident in that a singum, maintan and a band, and entalo. Tu m'as épousé en sachant que nous étions frères et sœurs. Je t'ai épousé pour récupérer ce que cette vieille femme a volé à ma famille. Les documents qu'elle garde prouvent que mon père a donné des terres à son bâtard, des terres qui devraient être à moi. Madame Colette intervint. Je n'ai rien volé à personne. Gaston m'a donné ces terres parce qu'il m'aimait, parce qu'il aimait son fils. C'était un cadeau, pas un vol. C'était un vol, cria Sylvie. Mon père a pris à ma mère pour te le donner à toi. Ton père n'a jamais aimé ta mère, et ce qu'il m'a donné n'était qu'une petite partie de ce qu'il avait, une partie qui n'a même pas manqué à ta famille. Antoine sentit que sa tête allait exploser. Attends, j'ai besoin de comprendre. Tu savais qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés? Sylvie le regarda sans une once de honte. Bien sûr que je le savais. Ma mère m'a parlé de toi toute ma vie. Le bâtard de la domestique, l'erreur de mon père. Quand elle est morte, elle m'a laissé une mission, trouver les documents que Colette gardait et les détruire. Et pour ça, tu m'as épousé. C'était le moyen le plus facile de m'approcher, et ça a fonctionné, n'est-ce pas? Je suis ici dans la ferme qui devrait être à moi, marié à l'homme qui a des papiers qui m'appartiennent. Tu ne m'as jamais aimé. L'amour, c'est pour les sots, Antoine. Je suis venu pour ce qui est à moi. Madame Colette parla depuis le lit. Rien ici n'est à toi, Sylvie. Ça ne l'a jamais été. Tais-toi, vieille femme. Je ne me tairai pas. Je me suis tue trop d'années. Avec effort, Madame Colette se redressa dans le lit. Elle désigna le matelas. Antoine, soulève le matelas. Du côté gauche, il y a un paquet enveloppé dans des vêtements. Antoine hésita un instant, mais obéit. Il souleva le matelas et trouva le paquet. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis, des actes notariés avec des sceaux et une vieille photographie. Ce sont les papiers que Sylvie a cherchés, dit Madame Colette. Les papiers qui prouvent qui est le véritable propriétaire de cette ferme. Antoine examina les documents avec des mains tremblantes. Il y avait des actes de propriété au nom de Colette Vega, des certificats notariaux datant de plus de 30 ans et des lettres écrites à la main avec une calligraphie élégante. Qu'est-ce que tout ça? C'est la preuve que cette ferme m'a toujours appartenu, dit Madame Colette. Gaston me l'a donnée en secret peu après ta naissance. Il l'a mise à mon nom parce qu'il ne pouvait pas la mettre au sien sans que Geneviève ne le sache. C'était sa façon de s'assurer que toi et moi aurions quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu jamais réclamé? Parce que j'avais peur. Geneviève était puissante. Elle avait des avocats, des influences, de l'argent. J'étais une femme seule avec un bébé. Si j'avais essayé de réclamer la ferme, on m'aurait détruite. Alors, j'ai attendu, j'ai travaillé, je t'ai élevé du mieux que j'ai pu, et j'ai gardé ces papiers pour le moment opportun. Sylvie se lança vers les documents. Donne-moi ça, c'est à moi. Antoine l'arrêta d'un bras. Ne t'approche pas. Antoine, ces papiers sont faux. Elle les a fabriqués pour nous voler. Ils sont réels, dit une voix depuis la porte. Tous se tournèrent. C'était Monsieur André, l'ancien contremaître. Il était arrivé sans que personne ne le remarque. J'étais présent quand Monsieur Gaston a signé ses actes. J'étais témoin. Ma signature est sur ces papiers. Sylvie pâlit. Toi, tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. Et il y a d'autres témoins. Thérèse, la cuisinière, connaît aussi la vérité. La vérité que tu n'as pas voulu entendre quand tu es allé la voir. Antoine laissa les documents sur le lit et s'éloigna vers la fenêtre. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de réfléchir. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie était un mensonge. Alors, je ne suis pas qui je croyais être. Tu es exactement celui que tu as toujours été, dit Madame Colette. Mon fils, un homme travailleur, honnête, bon. La seule chose qui change, c'est le nom de ton père. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi m'as-tu laissé vivre un mensonge? Parce que je voulais que tu grandisses sans haine, sans rancœur. Si je t'avais dit la vérité, enfant, tu aurais grandi en haïssant une famille que tu ne connaissais même pas. Tu aurais vécu avec de la rage. Je ne voulais pas ça pour toi. Antoine se tourna vers sa mère. Mais la haine m'a trouvé de toute façon. Elle m'a épousé. Sylvie serra les poings. J'avais le droit de savoir la vérité. Ma mère est morte en croyant qu'une domestique lui avait volé son mari. J'ai grandi en écoutant cette histoire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'espérais que tu serais meilleure que ta mère, dit Madame Colette. Mais tu es pareil. Ou pire. Ma mère était une femme respectable. Ta mère était une femme cruelle,
qui a détruit des vies par orgueil, et tu as suivi ses pas. Sylvie regarda Antoine avec des yeux suppliants. Antoine, écoute-moi. Nous pouvons oublier tout ça. Nous pouvons recommencer à zéro. Donne-moi juste les documents et recommencer à zéro. Antoine la regarda avec incrédulité. Après tout ce que tu as fait, après avoir failli tuer ma mère, après m'avoir menti pendant des années, je l'ai fait pour nous. Tu l'as fait pour toi, seulement pour toi. Il n'y a jamais eu de nous. Sylvie tenta une dernière manœuvre. Si vous ne me donnez pas ces documents, je vais au village, et je raconte tout. Je dis que Madame Colette est une menteuse, qu'elle a falsifié des papiers, que vous m'avez trompés tous les deux. Les gens vont me croire. Je suis l'épouse d'Antoine. Je suis une de Montaigne. Tu n'es rien, dit une voix venant de l'extérieur. François entra dans la chambre. Il portait un dossier à la main. J'ai quelque chose à montrer. Il ouvrit le dossier et sortit plusieurs papiers, des notes écrites à la main, des dates, des descriptions détaillées. J'ai passé des semaines à documenter tout ce que tu faisais à Madame Colette, les sots, les insultes, la faim. Et il y a plus. Il sortit une feuille différente. Ceci est un accord que tu as signé avec moi il y a 2 ans. Tu m'as promis une partie du terrain si je t'aidais à te débarrasser d'un problème. Je ne savais pas que le problème était une vieille femme innocente. Sylvie pâlit. Ça ne prouve rien. Ça prouve que tu as tout planifié, que tu es venu ici avec des intentions de nuire, et j'ai des témoins. Manon a vu comment tu traitais Madame Colette. Monsieur André peut confirmer l'histoire du château. Thérèse est prête à témoigner. Antoine regarda François. Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Parce que je suis un lâche. Parce que Sylvie me tenait sous la menace des documents de mon terrain. Mais je me fiche qu'on me prenne tout, qu'on me poursuive. Je ne peux plus vivre avec ça sur la conscience. Sylvie regarda autour d'elle. Elle était encerclée, sans alliés, sans issue. Ça ne va pas en rester là, siffla-t-elle. Je vais prendre un avocat. Je vais me battre pour ce qui me revient. Batte-toi autant que tu voudras, dit Madame Colette. La loi est de mon côté. Elle l'a toujours été. Le lendemain, le notaire du village voisin arriva. Monsieur André l'avait contacté quelques jours plus tôt, suivant les instructions de Madame Colette. C'était un homme sérieux, avec de grosses lunettes et une mallette en cuir usée. Il examina les documents pendant plus d'1 heure. Il compara les signatures, vérifia les sceaux, vérifia les dates. Tout le monde attendait en silence. Finalement, il leva les yeux. Les documents sont authentiques, les actes sont en règle. Cette ferme appartient légalement à Colette Vega depuis plus de 30 ans. Madame Colette ferma les yeux. Après tant de temps, quelqu'un confirmait ce qu'elle avait toujours su. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» demanda Antoine. « Cela signifie que vous n'avez pas hérité de qui vous croyez », expliqua le notaire. « Les terres que vous cultivez ne viennent d'aucun père absent. Elles viennent de votre mère. Et lorsqu'elle décédera, elles vous reviendront en tant qu'héritier légitime. Et Sylvie ?» Le notaire regarda la femme qui était assise dans un coin, les bras croisés et la mâchoire serrée. « Madame n'a aucun droit légal sur cette propriété. Même si elle est la fille de Monsieur Gaston de Montaigne, ces terres étaient un cadeau personnel à Madame Colette. Elles ne font pas partie de l'héritage des de Montaigne. » Sylvie se leva brusquement. « C'est injuste. Mon père n'avait pas le droit de donner ce qui était à la famille. » « Votre père avait le droit de faire ce qu'il voulait avec son argent, » répondit le notaire. « Et il l'a fait légalement. Il n'y a rien à réclamer. » Sylvie regarda Antoine avec une haine pure. « Ça ne va pas en rester là, je te le jure. C'est déjà fait, » répondit Antoine. « Et tu quittes ma maison aujourd'hui. » Sylvie fit sa valise en silence. Antoine l'observait depuis la porte de la chambre qu'ils avaient partagée pendant des années. Une chambre qui lui semblait maintenant être la scène d'un très long mensonge. « As-tu jamais ressenti quelque chose pour moi ?» demanda-t-il. « Quelque chose de réel ?» Sylvie s'arrêta. Pendant un instant, son masque se fissura. « Au début, non, tu n'étais qu'un moyen pour une fin. Mais après, il y a eu des moments où j'ai failli oublier pourquoi j'étais là. Presque. Presque. Mais chaque fois que je te voyais, je voyais ta mère. Je voyais la femme qui a détruit ma famille, et la haine revenait. Ta famille n'a été détruite par personne d'autre que ta propre mère. Geneviève a choisi la haine plutôt que l'amour, et tu as fait de même. » Sylvie ferma la valise. « Peut être que tu as raison. Peut être que tout cela était une erreur, mais ça n'a plus d'importance. » Elle marcha vers la porte. Antoine s'écarta pour la laisser passer. « Où vas-tu aller? Ce n'est pas ton problème. Je ne suis plus ta femme. Techniquement, tu l'es toujours. Techniquement, j'ai épousé mon demi-frère sans qu'il le sache. Je suis sûr qu'il existe une loi qui annule cela. » Ils se regardèrent une dernière fois, 2 étrangers qui avaient partagé un lit et un mensonge. « Adieu, Antoine. »« Adieu, Sylvie. » Elle sortit de la maison sans regarder en arrière.
Antoine la regarda marcher sur le sentier jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au loin. Il ressentit beaucoup de choses, de la rage, de la tristesse, du soulagement, mais surtout, il sentit qu'un poids énorme se levait de ses épaules. Le cauchemar était terminé. 2 semaines plus tard, Madame Colette était assise dans le couloir de la maison, sa maison. Le soir tombait doucement, peignant le ciel d'orange et de rose. Elle se sentait encore faible. La pneumonie avait laissé des séquelles. Le médecin disait qu'elle devrait faire très attention pendant les mois à venir, mais elle était vivante, et c'était plus que ce qu'elle espérait. Antoine s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il apportait 2 tasses de café. « Comment te sens-tu, maman ?»« Mieux, mon fils. Chaque jour un peu mieux. » Ils restèrent silencieux, regardant le coucher du soleil. Le domaine semblait tranquille, les champs verts, le bétail paissant, le vent agitant les arbres. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Antoine. « Ce que tu veux. Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pourquoi as-tu supporté tout ce que Sylvie t'a fait au lieu de me montrer les documents dès le début ?» Madame Colette prit une gorgée de café avant de répondre. « Parce que j'avais besoin que tu la voies telle qu'elle est. Si je t'avais dit la vérité le premier jour, tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que j'étais une vieille femme jalouse essayant de détruire ton mariage. Tu as probablement raison. Je devais attendre qu'elle se montre d'elle-même, que ses mensonges s'écroulent sous leur propre poids. Certains secrets doivent sortir d'eux-mêmes, mon fils. Si on les force, personne ne les croit. » Antoine acquiesça lentement. « Le prix a été très élevé, maman. Tu as failli mourir. Mais je ne suis pas morte. Et maintenant tu es libre d'elle. Tu connais la vérité sur ton père. Tu sais qui tu es. Cela vaut n'importe quel prix. » Manon apparut sur le chemin, portant un panier de légumes du village. Antoine la salua avec un sourire que Madame Colette ne lui avait pas vu depuis longtemps. « Cette fille t'aime bien, » observa la vieille femme. « Et moi aussi, mais c'est encore tôt. Le temps passe vite, mon fils. Ne le gâche pas. » François passa près de la clôture et les salua de la main. Depuis qu'il avait avoué, il semblait un autre homme, plus léger, plus calme. Madame Colette regarda tout ce qui l'entourait. La ferme qui avait été la sienne en secret pendant 30 ans, le fils qu'elle avait élevé seule, la vie qu'elle pouvait enfin vivre sans se cacher. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit-elle. « Quoi ? Qu'après avoir gardé des secrets pendant si longtemps, la seule chose que je voulais, c'était les raconter. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment, le moment de dire la vérité et d'être cru. » Antoine lui prit la main. « Je te crois, maman. Je crois tout. » Madame Colette sourit. Un sourire qui illumina son visage fatigué. Alors ça en valait la peine. Tout en valait la peine. Le soleil finit de se cacher derrière les montagnes. Les premières étoiles apparurent dans le ciel, et Madame Colette, pour la première fois depuis 40 ans, sentit qu'elle était exactement là où elle devait être, chez elle, avec son fils, en paix.